l'indépendance, c'est un concept fondamental en probabilité. Donc mon but aujourd'hui, ça ne va pas être de faire un cours sur les variables aléatoires indépendantes, mais plutôt de rappeler certaines notions qui sont au programme de classe prépa scientifique et les illustrer avec quelques applications. Alors, je vais commencer par des choses élémentaires en vous parlant de variables aléatoires, donc discrètes, indépendantes. Alors en fait, dans tout mon exposé, je ne parlerai que de lois discrètes. Je vais le dire au début, puis après ça sera sous-entendu. Et on va toujours se placer sur un même espace probabilisé. Voilà, et puis pour gagner un petit peu de temps, j'utiliserai toujours aussi l'abréviation VA pour variable aléatoire. Donc toutes les variables aléatoires considérées seront discrètes et définies sur un même espace probabilisé. On va noter oméga muni de l'attribut A et d'une probabilité P. Alors, je commence par un rappel. Une variable aléatoire discrète, c'est quoi? Donc, définition. Donc, une variable aléatoire discrète qu'on va noter X, donc définie sur notre espace oméga AP et à valeur dans un espace quelconque, dans un ensemble E. Bon, c'est tout simplement une application de oméga dans E qui vérifie deux conditions. Telle que, première chose, on demande que l'image de oméga par x soit plus dénombrable, c'est le côté discret. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est que pour tout élément de l'espace d'arrivée grand E, l'image réciproque par x du singleton petit x soit dans l'attribut A qu'on s'est donné pour qu'on puisse le mesurer et lui attribuer un poids avec la probabilité P. Donc voilà la définition d'une variable aléatoire discrète. On va souvent supposer dans cet exposé qu'elles sont réelles, ce qui signifie que l'ensemble E est inclus dans R. Voilà. Alors j'ai commencé par vous rappeler quelques lois discrètes usuelles. Alors évidemment, il y en a plein de classiques. Je vais vous rappeler les plus importantes et les seules que j'utiliserai dans la suite de mon exposé. Alors la première, on l'a déjà évoquée ce matin, c'est la loi de Bernoulli. Donc on dit que la variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli, si elle peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Et cette loi est paramétrisée par un paramètre petit p entre 0 et 1, qui est la probabilité que cette variable soit égale à 1.
Donc Bernoulli de paramètres petit p dans 0,1. Si l'ensemble E de ma définition c'est l'ensemble 0,1 et la probabilité que x prenne la valeur 1 est égale à petit p, qui est égale à 1 moins la probabilité qu'elle prenne la valeur 0. D'accord ? Donc typiquement, comme on l'a évoqué ce matin, ça peut être le résultat d'un pile ou face en décidant que pile correspond à la valeur 1, par exemple, et face à la valeur 0. Alors, généralisation, on dit que x suit une loi binomiale de paramètres np Alors le premier paramètre ici, c'est un entier positif, non nul. Et p, comme tout à l'heure, est dans 0,1. Si l'ensemble des valeurs que peut prendre x, c'est l'ensemble des entiers entre 0 et petit n, paramètre que je me suis donné, et la probabilité que x soit égal à k, donc pour un k entre 0 et n, est égale au nombre de combinaisons. Donc ce matin, on a utilisé la notation CNK, c'est la même chose, hein, d'accord ? Voilà. Et puis multiplié par p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, avec la formule du binôme, on voit bien qu'on a une probabilité. D'accord ? Dans le cas particulier où n égale 1, on récupère cet exemple précédent. Et puis, alors on y reviendra, parce que je n'ai pas encore défini la définition d'indépendance, mais une telle loi peut s'écrire comme la somme de n variables aléatoires indépendantes de Bernoulli, de paramètre p, et donc peut se voir comme, par exemple, le nombre de piles qu'on obtient en jetant n fois une pièce, dont la probabilité d'avoir un pile est petit p. Mais ça, j'y reviendrai en vous le montrant formellement. Troisième loi dont je voulais vous parler, c'est la loi dite géométrique. On va pas mal en parler dans la suite, après au niveau des applications. Donc loi géométrique de paramètres petit p. Si son ensemble d'arrivées, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, positif, et si pour tout cas positif, non nul, la probabilité que x soit égal à k est égale à 1 moins p à la puissance k moins 1 fois petit p. D'accord. Donc à nouveau, il y a une interprétation en termes de pile ou face, on le remontrera tout à l'heure. Ça peut se voir comme le premier instant dans vos jets de pile ou face où vous allez voir apparaître un pile. Et puis dernier exemple dont je vais vous parler aujourd'hui de variables aléatoires discrètes, qui est un exemple très important aussi en probabilité, c'est la loi de Poisson. Alors elle dépend d'un paramètre lambda qui est réel, strictement positif. Elle peut prendre toutes les valeurs entières positives
Et la probabilité qu'elles soient égales à un entier k, c'est exponentielle de moins lambda, lambda puissance k, divisé par k factoriel. Alors on peut montrer, c'est un exercice classique que vous devez déjà bien connaître, que ça peut s'obtenir comme limite de loi binomiale dont le paramètre grand N va tendre à l'infini lorsque le petit p est de l'ordre de lambda sur n. Je ne le redémontre pas. Ici, ma variable aléatoire xn, je suppose qu'elle suit une loi binomiale, donc je vais le noter comme ça, de paramètre n, lambda sur n, avec n suffisamment grand, évidemment, pour que lambda sur n soit bien entre 0 et 1. OK. Alors, on va maintenant commencer à parler d'indépendance. Alors, intuitivement, deux ou plus variables aléatoires sont indépendantes s'il n'y a pas de relation causale entre elles. La définition formelle est la suivante. Alors, je vous la donne tout de suite pour n variables aléatoires indépendantes. Je pars du principe que vous connaissez déjà un peu le cours. Et donc, on définit l'indépendance. Donc, on se donne n variables aléatoires qu'on va noter x1, xn. Alors, je vous rappelle que je suppose qu'elles sont discrètes et elles ne sont pas nécessairement à valeur dans le même ensemble. Donc, on va supposer qu'elles sont à valeur respectivement dans des ensembles qu'on va noter E1, E2, En. Voilà, et donc on va dire qu'elles sont indépendantes si on a la relation suivante. Alors on utilise parfois le terme mutuellement indépendante pour faire la référence avec l'indépendance 2 à 2, dont je vous parlerai tout de suite après. Mais bon, dans les faits, enfin, c'est la définition d'indépendance. Si la probabilité que grand x1 soit égal à un petit x1, grand x2 un petit x2, les virgules ici signifient que je prends l'intersection de ces événements, où les xi ici c'est n'importe quoi. Petit xi c'est un élément quelconque de l'ensemble grand EI pour i entre 1 et n. Et on demande donc que la probabilité de cette intersection soit égale au produit pour i entre 1 et n de la probabilité que grand xi est égal à petit xi. Voilà. Et puis évidemment, il faut que ça soit vrai pour tous les petits xi. Alors, je vous parlais à l'instant de la notion aussi d'indépendance 2 à 2, qui est une notion plus faible. On dira que des variables aléatoires x1, xn sont indépendantes 2 à 2. Si dès qu'on se donne deux variables xi, xj avec des indices différents, la probabilité que grand xi égale petit xi, grand xj égale petit xj, c'est égal au produit des probabilités. Je vais mettre ça sous forme de remarque. Autrement dit, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est équivalent à dire que pour toute i différente de j, xi et xj sont indépendantes. Alors, il est facile de voir à partir de cette définition que l'indépendance mutuelle implique l'indépendance 2 à 2.
Et puis, attention, la réciproque est fausse. Alors, c'est une remarque classique, hein. Je vais vous redonner un contre-exemple. Cela dit, en pratique, même si on le sait, enfin je le constate souvent dans les devoirs des étudiants, même si on le sait, vous demandez de montrer que n variables aléatoires sont indépendantes, et bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les prendre deux par deux et montrer qu'elles sont indépendantes de Z. Alors, je vous redonne un contre-exemple. Bon, il y en a plein. Alors, on va essayer de faire le plus simple possible. On prend deux variables aléatoires de Bernoulli, x1 et x2, indépendantes. Donc, indépendantes et de même loi de Bernoulli, de paramètres 1,5, ce que je note comme ça. Et on va construire une troisième variable aléatoire qu'on va noter x3 comme l'indicatrice de l'événement x1 égale x2. Alors, je ne sais pas si cette notation est claire pour tout le monde, hein. Ça signifie que, de façon générale, l'indicatrice d'un événement A, pour tout élément A de m'attribut, c'est la fonction qui va de oméga dans 0,1 et qui associe un petit oméga, la valeur 1 s'il est dans A et 0 s'il n'est pas dans A. Petit rappel. Ok, alors, première chose, x3 c'est forcément une loi de Bernoulli, puisqu'elle prend, suit forcément une loi de Bernoulli, puisqu'elle prend deux valeurs 0 ou 1. Et la probabilité qu'elle soit égale à 1, c'est la probabilité que x1 est égal à x2. Et ça, il n'y a que deux cas possibles, soit x1 égale x2 égale 1. Ces événements sont disjoints, hein. Soit ils sont tous les deux égales à 1, soit ils sont tous les deux égales à 0. Et par indépendance de x1 et x2, cette probabilité, c'est le produit des probabilités. Donc on a un quart plus un quart, ce qui fait 1,5. Donc x3 va aussi suivre une loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Voilà, alors après c'est un exercice très facile, hein, de vérifier que x3 et x1 sont indépendantes. Hein. Alors bon, faut distinguer différents cas. Je vais faire par exemple la probabilité que x3 est égal à 1 et que x1 est égal à 1. Hein. Donc il y a en tout 4 cas à faire, dans les faits que 3, puisqu'on a une probabilité, donc la somme vaut 1. Je vous en fais un, les autres se font de la même façon. x3 égale 1, x1 égale 1, ça veut dire quoi? x3, elle est où? Elle est, voilà. x3 égale 1, ça veut dire que x2 égale x1. Donc ça, c'est pareil que de dire que x2 égale x1 est égal à 1, ce qui fait bien 1,5 fois 1,5, ce qui fait un quart. D'accord? Les autres cas se montrent exactement de la même façon.
Et ce que je voulais dire, évidemment, c'est que 1/4, c'est bien la probabilité que x3 est égal à 1, multiplié par la probabilité que x1 est égal à 1. Les 4 cas se montrent de la même façon, et donc on a bien indépendance, excusez-moi, de x1 et de x3. Par symétrie, x3 et x2 sont indépendantes. Et par définition, x1 et x2 sont indépendantes, donc on a bien l'indépendance 2 à 2. Par contre, c'est facile de voir que le triplet x1, x2, x3 ne donne pas des variables aléatoires indépendantes. Par exemple, la probabilité que x1 égale x2 égale 1 intersection x3 égale 0, elle est nulle puisque si x1 égale x2, x3 égale 1. Mais bien sûr, le produit des probabilités de chacun de ces événements est non nul, puisqu'ils valent chacun 1,5. Et donc, on a montré qu'on n'avait pas indépendance. Ok, donc l'indépendance 2 à 2 n'implique pas l'indépendance. Alors, petite question, quelles sont les variables aléatoires qui sont indépendantes d'elles-mêmes? Donc, quelles sont les variables aléatoires x, telles que x est indépendante de x? C'est une petite remarque aussi, hein. Les constantes presque sûrement. Alors, si et seulement si, il existe un élément de E tel que grand X soit égal à petit x avec probabilité 1. D'accord, c'est très facile à vérifier avec la définition. Ok. Alors, je vais vous parler maintenant de suite de variables aléatoires indépendantes, c'est-à-dire que je vais considérer une suite infinie. Ça va être mon grand 2. Donc on se donne une suite de variables aléatoires xn. Et on va dire que ces variables aléatoires sont indépendantes. Et bien si pour tout entier k, les variables aléatoires x1, x2, xk sont indépendantes. Alors une question importante, qu'on ne se pose pas forcément la première fois qu'on voit ce genre de notion, c'est est-ce que de telles suites existent?
Et Raphaël Serve, ce matin, vous a plus ou moins dit oui. Mais bon, alors, déjà, il faut bien poser la question, je ne l'ai pas bien posée, mais on se donne une suite de lois de probabilité. Est-ce qu'on peut trouver un espace probabilisé et des variables aléatoires définies sur cet espace de sorte à ce qu'elles soient indépendantes avec les lois qu'on s'est données? Donc la réponse est oui, mais la démonstration n'est pas triviale, ça sort complètement du cours, du contexte aujourd'hui, donc je ne vais pas vous le faire. Mais je voulais juste inciter votre attention là-dessus. Ok, donc moi dans la suite, je vais essentiellement considérer des suites de variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli, et donc on va supposer que ça existe bien comme objet. Donc je vais maintenant discuter 3 petits points. Je vais me donner une suite. Dans la suite de tout ce paragraphe 2, je vais donner une suite donc de variables aléatoires indépendantes et qui ont toutes une même loi de Bernoulli de paramètres petit p qu'on s'est fixé. Comme ce n'est pas très intéressant de prendre P égale à 0 ou 1, je vais supposer qu'il est strictement compris entre 0 et 1. Et on va discuter plusieurs choses à propos de cette suite. Alors la première, c'est plutôt un rappel, je pense. Si je considère la somme des n premières variables aléatoires, n, je le prends supérieur ou égal à 1, eh bien, cette somme est distribuée comme une loi binomiale de paramètres NP. Donc on construit de cette façon une suite croissante de variables aléatoires ayant des lois binomiales, et on discutera un petit peu plus tard leur comportement asymptotique. Alors, démonstration, bon, ça se fait tout de suite à la main. Évidemment, de façon claire, Sn prend des valeurs entre 0 et n. Et pour un k entre 0 et n, la probabilité que Sn soit égal à k, pour être égal à k, il faut commencer par... Ça veut dire que k variables aléatoires parmi ces n variables aléatoires sont égales à 1 et les autres égales à 0. Donc il faut commencer par choisir les indices qui sont égales à 1. Donc on a un terme de combinaison qui arrive. Et puis après, puisqu'elles ont toutes la même loi, une fois qu'on a choisi les indices égales à 1, il suffit de calculer la probabilité qui en est exactement k égale à 1 et toutes les autres égales à 0. Et là, par indépendance, cette probabilité, c'est le produit des probabilités, donc des xi égale 1 pour i entre 1 et k, et xi égale 0 pour les autres. Et donc, on va bien apparaître ici le terme p puissance k et le terme 1 moins p à la puissance n moins k. Ok. Alors, cette quantité Sn, donc, elle représente le nombre de 1 que j'ai obtenu au cours des n premiers lancés. Je vais introduire une autre quantité qui
qui va représenter le nombre de 0. C'est ma deuxième remarque. On pose maintenant Zn, c'est donc le nombre de zéros que j'ai obtenu au cours des n premiers lancers. Évidemment, c'est égal à n moins Sn. Alors, est-ce que les variables aléatoires Sn et Zn sont indépendantes? À votre avis? Juste intuitivement, hein. Je veux dire, leur somme vaut n, donc elles ne sont pas indépendantes. Alors vous pouvez essayer de le démontrer avec la définition, c'est immédiat. Bon, ça je vous laisse en exercice, c'est immédiat. C'est évidemment pas pour ça que je raconte ça. Une chose intéressante maintenant, si on prend une variable aléatoire que j'ai appelée grand N, donc c'est une variable aléatoire, qui est distribuée suivant une loi de Poisson. Donc de paramètres lambda, qu'importe, que je me suis fixé. Et je vais la considérer indépendante de ma suite de lois de Bernoulli, Xn. Ok. Et j'ai maintenant compté le nombre de 1 que j'obtiens dans cette suite, entre les instants 1 et grand N, qui est lui-même aléatoire. Hein, c'est-à-dire que j'ai considéré la variable aléatoire suivante. Qui à chaque élément petit oméga associe la somme entre 1 et grand N, donc qui dépend de oméga aussi, dxi de oméga, avec la convention que cette somme est nulle si le grand N ici est nul. D'accord? Donc là aussi, un petit exercice pour vous montrer que c'est une variable aléatoire. Bon, vous pouvez me croire. Ok, donc j'ai posé Sn, cette quantité, et puis Z grand N, qui vaut grand N moins Sn. Alors je repose ma question de tout à l'heure. Est-ce que S grand N et Z grand N sont indépendantes, à votre avis? Bon, vu la question, vous savez la réponse, peut-être. Alors voilà, c'est un peu magique. Alors effectivement, Sn et Zn sont indépendantes. Voilà, donc ça c'est un procédé assez courant en probabilité et très utile pour introduire de l'indépendance dans vos problèmes. Vous avez des choses un peu bloquées, c'est pas indépendant, on ne sait pas faire les calculs. On appelle ça la poissonisation, où on fait intervenir ici des temps aléatoires suivant des lois de Poisson. Alors on va le montrer. Donc on se donne deux entiers quelconques, K et L, dans N, et on va calculer la probabilité que Sn est égal à K et que Z grand N, évidemment, est égal à L. Alors, première remarque, comme la somme de ces deux variables aléatoires vaut grand N, c'est pareil que de regarder l'événement Sn égale K, intersection grand N égale K plus L. D'accord? Et là, je remplace grand N par sa valeur. Je dis que c'est la même chose que de regarder S autant K plus L et de dire que c'est égal à K et de dire que grand N égale K plus L. OK. Alors sous cette forme, je sais faire parce que S n'est construit qu'à partir des variables aléatoires de Bernoulli, Xn. N est supposée indépendante de cette suite, donc ces variables aléatoires ici sont indépendantes, donc cette probabilité est le produit des probabilités de ces deux événements.
Bon, mais là j'ai fini, en tout cas pour calculer cette quantité. Là j'ai ma loi binomiale, je sais à quoi c'est égal, je ne sais plus où je l'ai écrit. Bref, on sait à quoi c'est égal. Là j'ai une loi de Poisson, donc je connais ce terme. Je vous laisse faire la ligne de calcul. On obtient 1 sur k factoriel L factoriel, lambda p à la puissance k, lambda 1 moins p à la puissance L, et puis, alors je vais le mettre ici, il y a un exponentiel de moins lambda en facteur. Alors pour ceux qui sont habitués un peu à l'idée de l'indépendance, on voit tout de suite qu'elles sont indépendantes sur cette formule, parce que c'est une formule de type multiplicatif, j'ai une fonction de k fois une fonction de L. Mais là je vous le redémontre en entier. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de cette expression, je peux retrouver la loi de Sn d'un côté et du coup de Zn de l'autre côté. Hein, pour calculer cette probabilité, je vais partitionner l'espace en fonction de ce que va donner Z grand N. Donc ce que je dis... alors, vous pouvez râler si vous trouvez que je vais trop vite. Je dis que ça, c'est la somme des probabilités Sn égale K, Zn égale L, pour L parcourant grand N. OK ? J'ai juste écrit mon espace oméga comme réunion disjointe de ces ensembles-là. Et donc, je les ai, ces probabilités. Il suffit de faire la somme là-bas. Donc j'ai exponentielle moins lambda k factoriel fois lambda p puissance k fois la somme sur L de lambda 1 moins p puissance L sur L factoriel. Donc je dois sortir l'exponentielle ici, et donc au final, et donc en simplifiant, on voit apparaître exponentielle moins lambda p sur, multiplié par lambda p puissance k sur k factoriel. Okay. Et ça c'est vrai pour tout cas, donc au passage j'ai montré que cette variable aléatoire Sn suit une loi de Poisson de paramètre lambda p. Et puis de façon symétrique, en permutant le rôle de P et 1 moins P, on obtient que Zn, c'est une loi de Poisson de paramètre lambda 1 moins P. Okay. Et maintenant c'est fini parce que vous voyez bien que l'expression que j'ai obtenue là-bas, c'est le produit de probabilité S grand N égale K, Zn égale N. Et donc, je viens démontrer l'indépendance. Voilà, donc encore une fois, ce procédé est assez important de façon générale en probabilité. Voilà, alors je voulais raconter une troisième chose, c'est plutôt peut-être pour vous donner des idées de sujets à écrire pour vos élèves. Donc, je considère toujours ma suite de variables aléatoires. Oui ? Excusez-moi, vous pouvez préciser la notion de variable aléatoire indépendante d'une suite de variables aléatoires? Ouais, alors évidemment, je suis passée un petit peu vite là-dessus. Alors, on peut considérer une suite dont le premier élément, ça va être mon grand N, et dont les autres éléments, je shift juste de 1, ça va être les xi. On peut construire ça, on le sait, encore une fois, hein, je n'ai pas démontré. Et voilà ce que ça veut dire. Là, on a juste utilisé le fait que grand N est indépendant de chacune des xn.
Non, parce qu'il faut que... Enfin, le fait qu'on a utilisé, c'est que c'est indépendant de la somme. Et pas de chacune séparément 2 à 2. Donc on n'a utilisé qu'une chose, c'est indépendant de la somme. C'est vrai que j'aurais pu un peu alléger mes hypothèses. Mais... Oui, ouais. Oui, non, enfin, de toute façon, il y a ouais. Ok, alors autre problème, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai raconté jusqu'à présent, si ce n'est que j'ai toujours ma suite de variables aléatoires de Bernoulli, que je suppose maintenant de paramètres P égale 1,5. Et évidemment indépendante. Hein. Ok, donc cette fois-ci, P, c'est à vaut 1,5. En fait, ça généralise à tout P, mais c'est plus simple comme ça. Et ce qui m'intéresse, c'est voir le temps d'apparition de certains mots dans cette suite. Donc je me donne un mot, composé de 0, 1, et je vais regarder le premier instant où il apparaît. Donc là, je vais vous faire des calculs dans un cas particulier. Je vais regarder les mots 1, 1 et 1, 0. Donc je vais noter T1, 1. C'est le premier instant, qui est forcément plus grand que 2, tel que j'ai 2, 1 d'affilée dans ma suite. Voilà, et puis de façon similaire, je vais noter T1, 0, le premier instant où je vois apparaître dans ma suite le mot 1, 0. Et je veux comparer ces deux temps dans le sens suivant, je vais comparer leur espérance. Donc en moyenne, j'aimerais savoir quel va être le premier temps d'apparition de la suite 1 et la suite 1, 0. Alors juste pour rappel, pour que ce soit bien clair, pour tout le monde, la notion d'espérance dans le cas discret. Alors évidemment, il faut que c'est un sens pour les variables aléatoires réelles. L'espérance, elle a un sens si soit si y ne prend que des valeurs positives, ou bien si la famille des y, probabilité que grand y égale petit y parcourt l'ensemble des valeurs que va prendre votre variable aléatoire, est sommable. Donc si on est dans un de ces deux cas, je vous rappelle que l'espérance de y est bien définie. C'est la somme de y fois probabilité que grand y égale petit y. Et c'est ce qu'on appelle l'espérance. Ok, donc je reviens à mon problème, je comparais ces deux espérances. Alors si vous raisonnez un peu vite, vous allez dire, bon, je lance avec probabilité 1,5 des 1 et des 0, donc j'ai la même probabilité d'avoir un 1 ou un 0, donc ces temps, ils sont égaux. Bon, alors, évidemment, c'est faux, et on va les calculer pour les comparer. Alors pour ça, je vais commencer par introduire T1,
le premier instant où j'ai un 1. Alors, quelle est la distribution de T1? C'est bien. Alors, c'est une loi géométrique. Hein, la probabilité que T1 égale K, ça veut dire que x1 égale 0, etc. jusqu'à... alors, c'est mal écrit. x1 égale x2 égale xk moins 1 égale 0, et puis xk égale 1. Et par indépendance, c'est le produit des probabilités de ces événements, et donc on voit bien apparaître 1 demi à la puissance k moins 1 fois 1 demi, et on déduit que T1 suit une loi géométrique de paramètre 1,5. Alors en particulier, je ne refais pas le calcul, on sait que l'espérance d'une loi géométrique de paramètre P, c'est 1 sur P. Donc ici, l'espérance de T1, c'est 2. Alors j'ai T1, et à partir de ça, je vais calculer l'espérance. C'est plus facile de calculer d'abord l'espérance de T1, 0. Au premier instant, je vois apparaître un 1 et un 0. Bon, en fait, dans ce cas-là, on peut même décrire explicitement sa loi. Alors T1, 0, bah, c'est forcément plus grand que T1. Hein, je commence par attendre d'avoir un 1. Ah, donc vous avez, mettons au début un certain nombre de zéros, enfin ça peut commencer par 1, mais je m'arrête au premier instant où j'ai un 1. Et puis après, bah, qu'est-ce qui se passe? Soit j'ai tout de suite un 0, et donc j'aurai mon temps T1, 0 ici, soit j'ai un certain nombre de 1, et puis à un moment j'aurai un 0, et ça sera ce temps-là, mon T1, 0. Donc, ce que je dis, c'est que... alors là, je réécris juste ce que je viens de dire. Hein. J'ajoute à T1 le premier instant supérieur à T1 plus 1, tel que xk soit égal à 0. Et j'ai noté ça T0 tilde. Et je prétends, je vous laisse en exercice, que T0 tilde suit aussi une loi géométrique de paramètre 1,5 et est indépendante de T1. En fait, l'indépendance de T1, on s'en fiche un peu juste pour calculer l'espérance, mais c'est pas difficile c'est pas difficile à avoir. Hein. Vous écrivez probabilité que T0 tilde égale K, et vous écrivez en décomposant suivant les valeurs de T1. Ok, bah du coup, l'espérance de T1, 0, c'est l'espérance de T1 plus l'espérance de T0 tilde. Et donc, c'est 2 plus 2, c'est égal à 4. Voilà, alors nous, ce qu'on veut, c'est comparer ça à l'espérance de T1, 1, qu'on va calculer maintenant. Alors, pourquoi c'est plus compliqué? Enfin, c'est pas forcément plus compliqué, mais ça marche pas pareil. Bon, alors, qu'est-ce qui diffère avec ce qui se passait tout à l'heure? On va évidemment commencer par attendre le premier temps d'arrivée d'un 1. Donc, maintenant que j'ai quelques zéros au début, puis 1 finit par arriver. Et puis après, le problème, c'est que bon, bah, si j'ai un autre 1 tout de suite, c'est gagné, c'était un 1.
Mais si j'ai un 0, il faut recommencer à avoir un premier 1, puis un deuxième 1. Donc intuitivement, on peut se dire que ça va forcément être un peu plus long que tout à l'heure. Il y a plusieurs façons de faire le calcul. Peut-être celui qui vous parlera le plus. J'ai commencé par calculer explicitement pour tout cas la probabilité que T1 soit égal à K, et puis après on en déduira l'espérance. Je vais noter ça pi K. Alors si K égale 1, ben, c'est pas possible, la probabilité est nulle, hein, donc pi 1 c'est 0. Pi 2, donc la probabilité qu'on soit égal à 2, ça veut dire que les deux premiers lancés ont donné des 1, donc c'est avec probabilité 1,5 fois 1,5, ça fait un quart. Et puis après, je vais mettre en place une relation de récurrence sur les pi K. À partir de maintenant, je considère K supérieur à 3. Et je vais exprimer pi K en fonction de pi K-1 et pi K-2. En fait, c'est ça le but. Et pour ça, je vais diviser l'espace en deux suivant la valeur que m'aura donné le premier G, suivant que j'ai obtenu au début un 0 ou un 1. Donc je dis que c'est la probabilité que T1,1 égale K et intersection x1 égale 0, plus la probabilité que T1,1 égale K, égale 1, pardon, égale K, intersection x1 égale 1. Alors, dans le premier cas, je commence par un 0 et je cherche le premier temps d'apparition de la double suite 1. Qu'est-ce que je fais? Finalement, j'ai un 0 et puis après, je recommence pareil quelque part. Donc, ce que je veux dire, on va juste décaler le problème de 1. Donc, ce que je prétends, alors je le fais un petit peu vite, c'est que ça, c'est pareil que de dire que x1, c'est la probabilité que x1 égale 0, multipliée parce qu'on a l'indépendance, par la probabilité que T1,1 est égal à K-1. Espérons que je n'aille pas trop vite. Hein. Premier truc, j'ai un 0, et puis après, je redécale mon problème de 1. Et puis, alors là, je vais peut-être prendre une ligne de plus pour le... Si je commence par un 1, et que K est supérieur à 3, ça veut forcément dire que x2 égale 0. Sinon, T1 serait égal à 2. Hein, donc comme j'ai supposé K supérieur à 3, ça veut forcément dire que ces deux intersections d'événements sont les mêmes. Ok, et là je fais le même raisonnement un petit peu que là. J'ai un 1 puis un 0. Bon, les deux premiers sont fixés. Et après, je décale tout de 2 cette fois-ci. Et je regarde le premier instant où j'ai mon doublon 1,1. Donc ce que je dis, c'est ça. Donc le pi K, c'est 1/2 de pi K moins 1, plus la probabilité que x1 égale 1, j'utilise à nouveau l'indépendance, hein, x2 égale 0, et j'ai tout décalé de 2, multiplié par la probabilité que T1,1 soit égal à K moins 2. Donc j'ai ma relation de récurrence. Hein, le produit de ces deux probabilités, ça fait un quart. Et là, je vois apparaître le terme pi K moins 2. Voilà, donc j'ai une récurrence linéaire d'ordre 2. J'ai les deux premières valeurs de ma suite. Donc ça, on sait calculer. En fait, si vous multipliez pi K par 2 puissance K, on voit apparaître la suite de Fibonacci. Et on en déduit que pi K, c'est 2 à la puissance moins K divisé par racine de 5, fois donc le terme 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance K moins 1, moins 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance K moins 1. Alors là, quelque part, j'ai fait plus de travail que ce dont j'ai besoin. Moi, je voulais juste l'espérance.
Un petit calcul, vous en déduisez que l'espérance de T11, ça fait 6, qui est bien supérieur à 4, évidemment. Et donc, on a mis plus de temps pour attraper ce doublé à 1 que le 1,0. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ce résultat se généralise. Hein, ouais. J'avais une question sur Excusez-moi, je n'ai pas entendu. sur le type de 0, il n'y a pas une erreur sur la définition de 1, de K C'est pas les 1 de K plus grand que 1, tel que X indice T1 plus K égale 0 Non, Parce que j'ai l'impression qu'on a dit... non, c'est le... De toute façon, ce qui m'intéresse, c'est la première fois que je touche 0 après le temps T1. Alors, si on additionne la valeur que prend T1 plus la valeur d'après, ça fait plus grand que la valeur qu'on veut. Oui, c'est ça. Il ne faut pas mettre T1 tout. Il ne faut pas mettre T1 tout. T1,0 c'est là. Il ne faut pas mettre le T là. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mon accolade, elle est que sur l'inf. Justement, c'est ça le problème. Il ne faut pas mettre le T1. Ah oui, effectivement. Alors, oui, effectivement, c'est mal dit. Non, mais ça marche pas, ça. Alors, attendez, là, je suis perdue. Il faut mettre X indice T1 plus K. Et mettre K plus grand que 1. Alors, attendez, pas que je me trompe de 1 non plus. C'est bon. Hein. Ouais, ça colle. Excusez-moi, oui. Merci. Alors, oui, ce que je voulais juste conclure en vous donnant une formule générale, c'est-à-dire que je me donne un mot donné de longueur L. Quelle est l'expression, alors je ne vais pas vous le démontrer, mais quelle est l'expression de l'espérance du temps d'atteinte de ce mot? Donc là, je ne vous le démontre pas. Hein. Donc on se donne un mot. De longueur L donnée, dont les éléments ici sont dans 0,1. Donc le mot est donné et je m'intéresse au temps Tm, donc le premier instant. D'apparition de ce mot. Et son espérance va dépendre de ce qu'on appelle c'est une notion qu'on introduit, le recouvrement de M. Alors, donc on y associe une autre suite. Qui va également avoir L éléments. Donc, je l'ai noté R1, RL, et qui va rencontrer des recouvrements du mot M dans le sens suivant. Alors le kème terme va être égal à 1 si les k premiers éléments de M sont égaux au k dernier. Et
Et si ce n'est pas le cas, on lui attribue la valeur 0. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que l'espérance de TM va se construire à partir de ces RK. C'est un théorème. Donc l'espérance de TM, ça va être la somme pour K entre 1 et L de RK fois 2 à la puissance K. Voilà, et donc ça c'est bon, la démonstration est beaucoup plus complexe, pour le coup on ne le fait pas à la main, on fait intervenir une notion de chaîne de Markov et martingale qui sont complètement hors programme. Puis évidemment si vous remplacez vos mots binaires 0,1 par un alphabet plus large, par exemple ayant 26 éléments, vous remplacez le 2 ici par 26. Voilà, donc si vous tapez au hasard sur votre ordinateur, enfin complètement au hasard sur votre ordinateur, un mot, vous ferez apparaître plus vite le mot coucou que le mot arbre avec un S, parce que dans coucou, il y a moins vite, pardon. Ça va mettre plus de temps à apparaître le mot coucou, parce que dans coucou, il y a ces recouvrements qui apparaissent. Voilà, alors je passe à autre chose. Je reviens à des choses que vous connaissez bien. Je vais vous parler un petit peu de l'inégalité de bien-aimé de Chibitchev et d'application à des théorèmes asymptotiques. Ce qui est assez remarquable, c'est que cette inégalité, elle est très simple à mettre en place, elle est plutôt un peu grossière, et pourtant il y a plein d'applications assez fortes qui en découlent. Donc je vais vous raconter quelque chose ici. Il y a aussi des applications en statistique que vous verrez probablement demain. Alors je vais commencer par des rappels. Pour fixer un peu mes notations, enfin mon vocabulaire en tout cas. Alors, on se donne une variable aléatoire réelle x. Et on dira qu'elle est intégrable si l'espérance de sa valeur absolue est finie. Et puis on dira qu'elle est de carré intégrable si l'espérance de x au carré est finie. Alors évidemment, si une variable aléatoire est de carré intégrable, elle est intégrable. Ça se voit par exemple à partir de l'inégalité 2 fois valeur absolue de x est plus petite que 1 plus x carré. Voilà. Ça, c'est juste pour un peu de vocabulaire. Je voulais aussi vous redéfinir, parce qu'on va en avoir besoin, la notion de variance. Donc on va se donner une variable aléatoire de carré intégrable x. La variance de x, c'est une façon de mesurer son écart à l'espérance.
Donc moi, je vais la noter comme ça, variance de x. Donc, par définition, c'est l'espérance du carré de la différence x moins 2x. Donc c'est fini sous cette hypothèse. Et si maintenant on se donne deux variables aléatoires x et y de carré intégrable, et alors somme va aussi être de carré intégrable, et donc on va pouvoir considérer la variance de la somme. Et ce dont on va avoir dans la suite, et qui est important dans le cas de variables aléatoires indépendantes, c'est que si x et y sont indépendantes, alors la variance de la somme, c'est la somme des variances. Voilà, donc ça c'est classique et facile à démontrer. Je ne vais pas le faire pour ne pas perdre de temps. Vous développez le carré, vous regardez la définition d'espérance et ça vient tout seul. Ok. Alors qu'est-ce que je voulais vous raconter Ah oui, je vais aussi rappeler bien sûr l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. On va se donner une variable aléatoire de carré intégrable. Et on va se donner un réel A positif, strictement. Alors, la probabilité que... donc comme elle est de carré intégrable, elle a bien une espérance. La probabilité que la valeur absolue de x moins de x soit supérieure à A se majore par la variance de x divisé par A carré. Donc là, à nouveau, c'est vraiment... la démonstration est très simple et classique, vous trouvez dans n'importe quel bouquin. Ça repose juste sur la linéarité d'espérance, ça prend une ligne. Ok, donc moi, ce que je veux, c'est discuter quelques applications de cette inégalité. À commencer, bien sûr, par la loi faible des grands nombres. Qui dit la chose suivante. Donc on se donne une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi. Et on le suppose donc à valeur réelle et de carré intégrable. On se donne un epsilon quelconque strictement positif. Et ce qu'on veut évaluer, c'est la probabilité que... Ah oui, alors. J'ai noté à nouveau Sn
la somme des n premiers éléments de la suite, on va évaluer la probabilité que Sn divisé par n moins l'espérance commune de ces variables aléatoires soit en valeur absolue supérieure à epsilon. Cette quantité, quand n est grand, va tendre vers 0. On dit dans ce cas-là que Sn sur n tend vers l'espérance de x1 en probabilité. Et donc la définition formelle de cette phrase, c'est vraiment ce qui est écrit ici. Donc ce résultat correspond vraiment à l'intuition qu'on peut avoir. Si on reprend l'exemple du jet de pièce pile ou face, qui est modélisé par des lois de Bernoulli indépendantes de paramètres P, et bien en moyenne, quand n tend à l'infini, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à P. Donc en probabilité. Voilà, ce qui est remarquable, c'est que la preuve de ce résultat est très simple. Une fois qu'on a l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, vous voulez évaluer cette probabilité. Vous voulez surtout montrer qu'elle converge vers 0. Et bien pour ça, on va utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev appliquée à la variable aléatoire Sn sur n, qui est bien le carré intégrable sous nos hypothèses. Donc on a ici la variance de Sn sur n divisée par epsilon carré. Alors je ne vais pas rappeler, mais ça se voit tout de suite avec la définition de la variance. Variance d'une constante par une variable aléatoire, c'est égal à la constante au carré fois la variance, je vais écrire comme ça, voilà. Et puis après, c'est là qu'on va maintenant utiliser l'indépendance. La variance de la somme, c'est la somme des variances. Et donc j'ai n, et comme les variances sont toutes les mêmes, puisque les lois ont la même loi, j'ai n fois variance de x1 divisé par n au carré fois epsilon carré. Et puisque cette variance est finie par hypothèse, ça va bien converger vers 0 quand n tend à l'infini. Voilà, donc la preuve est très simple. Alors, quelques remarques. D'abord, ce résultat se généralise de deux façons, enfin en deux sens différents. Première chose, il reste vrai si au lieu de supposer les variables aléatoires de carré intégrable, je suppose simplement qu'elles sont intégrables. Le seul truc, c'est que du coup, il va falloir un peu adapter la preuve en tronquant les variables aléatoires.
Deuxième chose, si on l'appelle loi faible des grands nombres, c'est qu'il y a une version forte, qu'on appelle évidemment la loi forte des grands nombres. Donc on peut renforcer ce résultat de la façon suivante. Je vous donne juste l'énoncé. Donc, on suppose qu'on a des variables aléatoires indépendantes de même loi intégrable. Donc, indépendantes de même loi à valeur réelle et intégrable. Alors, on peut montrer la chose suivante. La probabilité, on va regarder l'événement Sn sur n converge vers espérance de x1. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des oméga dans notre ensemble grand oméga, tel que Sn de oméga sur n converge vers espérance de x1. Et la probabilité de cet événement, elle vaut 1. C'est-à-dire que pour presque toutes les expériences, vous allez avoir la convergence vers l'espérance de x. Alors on peut montrer, on dit, dans ce cas-là, qu'on utilise le vocabulaire Sn sur n tend donc vers espérance de x1 presque sûrement. Et on peut montrer, ça c'est pas trop difficile, que ça implique la convergence en probabilité. Donc la loi forte implique la loi faible. Ça c'est la loi forte des grands nombres. Mais alors là, par contre, la démonstration est beaucoup plus complexe dans ce cadre général. Il y a des versions un petit peu simples quand on suppose, par exemple, que les variables aléatoires ont des moments d'ordre 4. Mais dans ce cadre-là, c'est la preuve est beaucoup plus longue. Et puis, dernière petite remarque, je vais peut-être juste la mettre ici parce que je l'ai dit de façon complètement informelle, ce sera plutôt l'objet de l'exposé suivant. On peut mesurer l'erreur qu'on fait en approximant espérance de x1 par Sn sur n. C'est-à-dire, si vous regardez la différence entre Sn sur n et espérance de x1, on peut montrer que ce truc-là va converger en racine de n, dans le sens où, si vous multipliez par racine de n, vous allez obtenir à la limite un objet non nul. Alors, plus précisément, si on multiplie par racine de n divisé par la racine de la variance dxi, ça va tendre, alors dans un troisième sens, il y a différents sens de convergence en probabilité, en loi vers une variable aléatoire gaussienne de paramètre 0, 1. Voilà, c'est juste pour dire que ça décroît en racine de n. J'explique rien du tout de ce qu'il y a ici, c'est mon collègue qui le fera tout à l'heure dans son exposé. C'est le théorème central limite. Ok, moi ce que je ne sais pas trop combien de temps il me reste parce que je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Ok, alors j'avais plusieurs d'autres applications, je vais en développer qu'une alors. Donc c'est à nouveau une application de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et c'est une démonstration probabiliste du théorème de Weierstrass. D'accord, donc plus précisément, on va montrer le résultat suivant. On se donne une fonction continue sur 0,1. Et pour tout x dans 0,1,
on introduit Fn de x, alors pour tout n aussi, entier, positif non nul, Fn de x, c'est la somme, pour k entre 1 et n, du terme combinatoire Cnk, x puissance k, fois 1 moins x à la puissance n moins k, fois f de k sur n. Donc Fn, c'est un polynôme de degré n, qu'on appelle polynôme de Bernstein. Voilà. Et alors on a que Fn va converger vers f uniformément sur 0,1. Donc si je prends le sup pour x dans 0,1, Fn de x moins f de x en valeur absolue, de ce sup va converger vers 0 quand n tend vers l'infini. Ce qui implique bien que f peut être approximé au sens uniforme par des polynômes. Voilà, et ça c'est une conséquence très simple de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Je vais vous faire la démonstration, puis je m'arrêterai là-dessus. Donc on se donne un x dans 0,1 et on considère une suite de variables aléatoires xn indicées par x qui sont indépendantes et de loi de Bernoulli de paramètre x. Ok. On note Sn la somme des n premiers éléments. Donc on sait que ça suit une loi binomiale de paramètre nx. Et donc en particulier, l'espérance de f de cette somme, pardon, je vais prendre, non, excusez-moi, je considère f de cette somme divisée par n. Là, j'utilise la formule de transfert pour calculer cette espérance. Eh bien, ça nous donne f de k sur n fois donc la probabilité d'être égal à k, ce qui fait qui est égal à ça. Et puis vous reconnaissez ici mon terme Fn de x que j'ai introduit là-bas. Ok, très bien. Donc le but évidemment c'est d'évaluer la différence Fn de x moins f de x, et pour ça je vais le faire via ces variables aléatoires de Bernoulli. Alors avant d'évaluer cette différence, j'introduis juste des notations. On va noter norme infinie de f, son sup en valeur absolue sur 0,1. Et puis puisque f est continue sur 0,1, elle y est uniformément continue.
pour tout epsilon strictement positif, je lui associe un delta epsilon. Tel que dès que x moins y est plus petit en valeur absolue que delta epsilon, on a f de x moins f de y plus petit que epsilon. Voilà, ça c'est juste pour fixer les notations. Bon, une fois que j'ai ça, c'est presque fini. Il faut surtout mettre en place les notations. Voilà, alors ce que je cherche à faire, c'est évaluer la différence fn de x moins f de x, et j'utilise l'expression là-dessus. J'ai donc la différence en valeur absolue de l'espérance de f de Sn de x sur n, puis le f de x, c'est pas aléatoire, je peux le rentrer dans l'espérance. Voilà, alors ensuite, ça c'est plus petit que l'espérance de la valeur absolue. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais à nouveau découper mon espace oméga en deux, suivant que Sn de x sur n moins x soit plus grand ou plus petit que delta epsilon. Et puis donc plus deuxième cas, si c'est supérieur à delta epsilon. Ok, alors, premier cas, dans ce cas-là, la différence est plus petite que delta epsilon, donc la valeur absolue des différences des fonctions est plus petite que epsilon, et donc de façon très grossière, je majore cette espérance par epsilon. Ok. Deuxième cas, je ne peux plus faire ça, par contre, ma fonction, elle est bornée, donc la différence de la valeur absolue des deux f, je le majore par 2 fois le sup de f, et il me reste, j'en ai besoin, la probabilité de cet événement. Voilà. Alors évidemment, je vais maintenant majorer cette probabilité à l'aide de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc là, j'utilise... Bon, le premier morceau, j'y touche pas. Et puis pour le deuxième, j'utilise bien-aimé de Chebyshev qui me dit que je peux majorer la probabilité par la variance de Sn de x sur n sur delta epsilon au carré, parce que je ne l'ai pas dit, hein, mais x, c'est exactement l'espérance de cette variable aléatoire. Comme tout à l'heure, ça fait sortir un n sur n carré fois n variance de x 1 de x divisé par delta epsilon carré. Alors ça, grossièrement, on peut le majorer par 1. Si ça vous amuse, on peut faire des choses un peu plus fines. Parce que ça veut x 1 moins x, comme on est sur 0,1, c'est plus petit qu'un quart. Bon, ça n'a aucune importance, de toute façon. Donc au final,
j'obtiens le majorant suivant. Et le point important, c'est que ce majorant ne dépend pas de x. Donc, ce que j'ai montré, c'est que pour tout x, et donc pour le sup de valeur absolue de fn de x moins f de x est plus petit que cette quantité. Et maintenant, je vais faire, dans un premier temps, tendre n vers l'infini, puis epsilon vers 0, et ça va me donner ce que je veux. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. Je vous donne juste le troisième point que j'aurais bien aimé discuter et que vous trouvez dans tous les livres, ce qu'on appelle le problème du collectionneur de coupons. Du collectionneur de coupons. Hein, c'est la Coupe du Monde de foot. Vos enfants vont collectionner les images de joueurs qui sont dans les boîtes de céréales, d'accord ? Et vous voulez savoir s'il y a n joueurs, combien il va falloir acheter de boîtes de céréales en tout. Et en fait, on peut obtenir un comportement asymptotique de ce temps. Au premier instant, on va avoir toutes les images en fonction de n. En gros, ça croît en n log n. Voilà. Et ça se montre très facilement avec l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev. Voilà, c'est fini.